C'est mon boulot. Bonjour, tu es sûr? Il y a 52. Bonjour, je suis Roland Tubiana, président de Soltis, et j'ai le plaisir et l'honneur de présenter ce symposium Soltis Atlas au sujet de l'introduction et déploiement de l'autodépistage du VIH en Afrique de l'Ouest, donc le projet Atlas. Nous avons de nombreux intervenants, des interventions très riches et très diverses. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à le faire par écrit sur le chat à droite de l'écran et nous répondrons en fin de session à toutes les questions retenues. Chaque intervenant sera là pour y répondre. Sans plus attendre, nous allons commencer l'ouverture de ce symposium avec Philippe Dunton. J'ai le plaisir de l'accueillir comme directeur exécutif d'United, notre partenaire privilégié et très fort dans ce projet. Vidéo. Bonjour, c'est pour moi un vrai plaisir d'être avec vous, avec Soltis aujourd'hui. C'est un peu la famille. Roland Tubiana, son président, il me connaît très bien. On était médecins ensemble à la Pitié-Salpêtrière, avec Christine, bien évidemment, avec Gilles Brucker. Et donc, Soltis est aussi lié avec la FRA-VIH, donc c'est véritablement en ami et presque en famille que je suis là aujourd'hui avec vous. C'est aussi avec Louis Pissarro qui, vous le savez, nous a rejoints aujourd'hui. Donc c'est un réseau très efficace et très vivant. Alors, je voudrais simplement dire que ce qu'on fait ensemble sur l'autotest, l'accès à l'oxygène et pour les médicaments, c'est très important. C'est encore plus important aujourd'hui en temps de pandémie, je dirais. Faire des choses simples, c'est souvent le plus efficace, mais c'est aussi le plus compliqué. Et je voudrais saluer les équipes de Soltis pour le travail qu'elles font sur le terrain, dans des endroits qui ne sont pas faciles, notamment au Mali. C'est de la conviction, de l'engagement. Et c'est vrai, par exemple, que pour nous, vis-à-vis de l'autotest, comme on a commencé en Afrique australe, il nous a semblé indispensable qu'on puisse trouver les façons de rendre accessible aussi aux personnes vivant en Afrique de l'Ouest à des outils tels que les autotests pour le VIH, par exemple. Ça nous paraît fondamental. Donc c'est d'abord United et Soltis une vision commune en matière de santé, donc pas simplement le VIH, bien évidemment, et c'est de transformer finalement l'innovation en simplification, par exemple des formulations pédiatriques, en accélération, en augmentant la vitesse de couverture dans les pays, et puis aussi de transformation, de se centrer sur les besoins des personnes, qui sont un facteur essentiel de la transformation du système de santé. Donc c'est cette vision commune qui nous anime, et je pense que les résultats qui vont être discutés aujourd'hui et de l'action de Soltis est absolument fondamental et doivent être mieux connus de l'ensemble des acteurs de la santé et des bailleurs. Donc on est encore une fois ravis d'être présents avec vous aujourd'hui. Ce sont des liens qui se sont renforcés au cours du temps. Je salue l'évolution très positive de l'organisation qui fait encore mieux. Et ça, c'est très important pour nous aussi d'avoir des partenaires qui se développent. Encore une fois, bonne séance de travail. C'est aussi la réflexion du travail de tous les jours. Je pense en particulier à Clémence pour le programme Atlas. Je pense aussi aux équipes d'United qui travaillent avec vous. Et c'est toujours un grand bonheur que de voir les réalisations concrètes sur le terrain. Et j'aimerais évidemment, quand ça sera possible, vous retrouver en Afrique pour voir un peu les progrès qu'on a pu réaliser. Merci encore. Merci Philippe pour cette introduction bienveillante et j'espère qu'il nous amènera à d'autres actions communes. Sans plus attendre, nous allons écouter maintenant Clémence Domingue Adara, directrice du projet Atlas, sur les avancées et perspectives en termes de transition, de dissémination en Afrique de l'Ouest et centrale. J'allais dire tout un programme, mais on est là pour en parler. Clémence, à vous. Vidéo.
Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Clémence Doumain-Kaïdara, je suis directrice du projet Atlas pour l'ONG de solidarité internationale Soltis et j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui les avancées et les perspectives du projet Atlas en termes de transition et de dissémination en Afrique de l'Ouest et centrale. L'autodépistage du VIH est un processus par lequel une personne prélève son propre échantillon, salivaire ou sanguin, au moyen d'un simple kit de test rapide. La personne peut ainsi effectuer le test et interpréter le résultat, généralement dans un cadre privé, seul ou en présence d'une personne de confiance et au moment où elle le souhaite. Il s'agit d'un outil efficace, fiable et sûr, avec une forte acceptabilité, qui permet donc d'atteindre les personnes n'ayant pas accès aux services de dépistage traditionnels. L'autodépistage du VIH est un outil de triage pour renforcer les stratégies de dépistage existantes. Un résultat réactif ne permet pas d'affirmer la séropositivité de l'individu. Ainsi, tous les résultats réactifs doivent être suivis d'autres tests effectués par un prestataire formé. Le projet Atlas vise à contribuer à réduire la morbidité et la mortalité dues au VIH-Sida en améliorant l'accès à l'autotest VIH tout en assurant un lien efficace avec la prise en charge. Pour cela, 3 objectifs majeurs. Tout d'abord, participer à l'introduction au déploiement à grande échelle de l'autotest, mais aussi diversifier les canaux de distribution pour atteindre les populations cibles du projet. Et enfin, générer des données probantes sur les résultats et l'impact des interventions par des études scientifiques. Le projet est mis en œuvre par le consortium composé de Soltis, Organisation de solidarité internationale, et de l'Institut de recherche pour le développement. Il est soutenu financièrement par United et une contribution complémentaire de l'Agence française de développement. Le projet est mis en œuvre par de nombreux partenaires. Tout d'abord, les différents ministères de la Santé et départements en charge de la lutte contre le VIH, mais aussi plus de 27 partenaires issus de la société civile. Des partenaires de recherche sont aussi mobilisés pour l'atteinte des résultats du projet. Enfin, le projet bénéficie de l'appui technique de l'Organisation mondiale de la santé et collabore régulièrement avec 2 projets partenaires que sont le programme STAR mis en œuvre par PSI ainsi que le programme MTV Sugar Baby. De manière plus concrète, les stratégies de dispensation du projet Atlas reposent sur un mélange et un mix de méthodes de dispensation primaire et secondaire. La dispensation secondaire, qui est l'innovation majeure du projet, est un aspect fondamental de la stratégie et elle est sous-tendue par le modèle opérationnel du projet Atlas. Il s'agit d'administrer des autotests VIH par l'intermédiaire d'individus issus de la communauté ou via des patients suivis au sein des établissements de santé. Ainsi, ceux qui le souhaitent distribueront des kits à leurs pairs, partenaires et clients, ce qui permet d'atteindre des groupes qui aujourd'hui n'ont pas encore été testés et qui sont souvent les plus difficiles à atteindre. Cette stratégie démontre son efficacité puisque 80% des autotests sont aujourd'hui dispensés en distribution secondaire. Le projet Atlas comporte également des activités de recherche dont les questions s'articulent autour des stratégies de dispensation d'Atlas et qui ont été co-construites avec les équipes opérationnelles. Elles visent à décrire et comprendre les effets sociaux, sanitaires, épidémiologiques et économiques liés à l'introduction de l'autodépistage dans les pays. Elles comprennent à la fois des enquêtes qualitatives dans les différents canaux de dispensation, à votre gauche sur la diapositive, les volets 1 et 2, mais également une enquête quantitative auprès des utilisatrices et utilisateurs de l'autodépistage, le volet 3. Enfin, à votre droite, 2 études sont consacrées au volet économique et au volet modélisation des impacts. Au terme des 2 premières années de mise en œuvre du projet, un certain nombre de réalisations ont été notées. Tout d'abord, souligner le fait que le projet est pleinement intégré dans les différents systèmes nationaux, que cela soit au niveau des documents normatifs, des stratégies nationales, mais aussi des dispositifs de systèmes d'information et de gestion et des dispositifs d'approvisionnement, et qu'il est mis en œuvre de manière coordonnée avec d'autres programmes de dépistage en lien avec les acteurs clés de la lutte contre le VIH-Sida. Des modules de formation ont été développés en collaboration avec l'OMS et aujourd'hui, plus de 1200 personnes ont été formées dans les 3 pays. Enfin, les outils support à la dispensation ont été adaptés de manière participative et des outils de sensibilisation ont été développés. La mise en place de lignes vertes est aussi effective dans les 3 pays.
De manière régulière, des supervisions conjointes sont réalisées sur le terrain et contribuent également à la révision participative des stratégies et modes opératoires. Aujourd'hui, près de 140 sites dispensent des autotests dans les 3 pays de mise en œuvre, ce qui a permis la distribution de plus de 120 000 kits à la fin septembre. Comme vous le voyez sur cette diapositive qui présente la répartition des autodépistages dispensés par pays et de manière cumulée, on voit une croissance régulière et progressive des distributions d'autodépistage dans les différents pays. Cette progression régulière était un souhait de l'équipe projet et des partenaires de mise en œuvre, de manière à assurer une distribution qualitative des kits auprès des populations ciblées. Par ailleurs, vous noterez un léger fléchissement des distributions au démarrage de la crise liée au Covid-19. Le graphique ici présente la répartition des autodépistages par canal de dispensation. On peut noter que 62% des autotests sont dispensés en direction des travailleurs et travailleuses du sexe. De manière cumulée, 90% des kits dispensés le sont en direction des populations clés. Les 10% restants se partageant entre le canal lié aux IST et au cas index. Par ailleurs, on observe que 85% des kits sont dispensés en stratégie avancée. À votre droite, vous voyez également la répartition par sexe et on peut noter qu'aujourd'hui, 70% des kits sont distribués en direction des femmes. Ceci s'explique notamment par le public cible des travailleurs et travailleuses du sexe. Mais on note aussi également une proportion assez significative des jeunes personnes de moins de 24 ans. En termes de perspectives sur les prochains mois, un accent va être porté sur la poursuite de l'accompagnement dans le cadre de la transition et de la mise à l'échelle au niveau national dans les 3 pays de mise en œuvre. En effet, le Fonds mondial, mais également le PEPFAR, se sont engagés à accompagner les différents pays dans le cadre des quantifications et du soutien financier pour la mise en œuvre d'activités liées à l'autodépistage VIH. Par ailleurs, un appui technique a été réalisé ces derniers mois auprès d'un certain nombre de pays de la région Afrique de l'Ouest et Afrique centrale et va se poursuivre l'an prochain dans le cadre de missions d'assistance technique. Un accent sera mis l'an prochain sur la dissémination des résultats préliminaires de recherche dans les différents pays, mais également la participation et l'animation, l'organisation d'événements de dissémination au niveau des pays, mais au niveau aussi régional et international. Enfin, des contributions régulières vont être réalisées dans le cadre de la rédaction de documents internationaux sur l'autodépistage, que cela soit en collaboration avec l'OMS ou avec le programme STAR mis en œuvre par PSI. Je vous remercie pour votre attention. Je vous invite également à nous suivre sur les réseaux sociaux et à prendre connaissance de notre site web. Et toute l'équipe du projet Atlas reste à votre disposition en cas de questions ou de besoin d'informations complémentaires. Merci à vous. C'était très riche et très instructif pour les gens qui ne suivent pas ça au jour le jour. Je pense que ça va générer beaucoup de questions. Je vous rappelle qu'on garde les questions que vous poserez sur le chat pour en fin de session avoir un bon moment de questions-réponses. Donc après Clémence, j'ai le plaisir d'accueillir Géraldine Collin, consultante Impact Covid sur le projet Atlas, sur le retour d'expérience et les leçons apprises. Il n'y en a jamais assez. Merci Clémence. Merci Géraldine, pardon. Vidéo. Bonjour à tous, je suis Géraldine Collin et je vais vous présenter le travail que nous avons réalisé dans le cadre du programme Atlas sur la dispensation des AD-VIH dans le contexte de la pandémie à la Covid-19. Donc, nous avons cherché à comprendre les adaptations qui ont pu avoir lieu sur la dispensation des AD-VIH dans le contexte de la Covid. Pour ce faire, nous avons identifié 2 périodes. Une première phase dite de crise qui correspond au mois de mars au mois de mai 2020 et une seconde phase dite de routine depuis le mois de juillet avec la reprise des activités tout en maintenant les mesures barrières. Les populations que nous avons ciblées pour la capitalisation sont les dispensateurs d'AD-VIH du projet Atlas qui réalisent des activités outreach auprès des populations clés que sont les usagers de drogue, les travailleuses du sexe et les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes dans les 3 pays d'intervention d'Atlas que sont le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Mali.
Nos premières analyses montrent que durant la période de crise, les activités ont pu être maintenues, même si au début de la crise, il y avait beaucoup d'inquiétudes vis-à-vis de la Covid et très peu de matériel de protection qui a entraîné des questionnements sur l'arrêt ou non des activités. Grâce à la réactivité des partenaires techniques et financiers et notamment du projet Atlas qui a su fournir très rapidement des équipements de protection individuelle, les activités ont pu être maintenues pour dispenser la DVIH. Cependant, au vu du contexte, notamment la fermeture des bars, des restaurants, le couvre-feu, ces activités ont évolué. En effet, les activités qui avaient lieu en soirée ont eu lieu en journée. Les activités de sensibilisation qui étaient souvent des activités de groupe ont évolué vers des activités plutôt individuelles ou en petits groupes. Et ces activités ont plutôt eu lieu au sein des domiciles des bénéficiaires que dans des lieux publics. On a également observé une utilisation importante des réseaux sociaux et notamment au niveau des MSM qui ont vraiment utilisé les réseaux sociaux aussi bien pour garder contact avec leurs pairs que pour également identifier de nouveaux pairs à qui ils pouvaient proposer la DVIH. Enfin, nous avons pu remarquer qu'en Côte d'Ivoire et au Mali, la DVIH a remplacé un temps les tests rapides de dépistage. En effet, durant une période où les gestes barrières pour protéger contre l'épidémie n'étaient pas très clairs, la DVIH a permis de maintenir le dépistage tout en protégeant les dispensateurs et en maintenant une vraie offre de dépistage pour les personnes qui en avaient besoin. Sur la seconde période, donc à partir de juillet, ce que l'on a remarqué, donc c'est la reprise des activités en lien avec la réouverture des lieux habituels de sensibilisation et d'activités outreach, avec la reprise aussi d'activités de groupe. Cependant, ce que l'on a remarqué, c'est l'ajout de la sensibilisation à la Covid à l'ensemble des activités outreach. En effet, les dispensateurs ont été formés soit par les associations, soit se sont auto-formés pour sensibiliser à leur tour leurs pairs à la Covid-19. Ce qu'on remarque également, c'est qu'aujourd'hui, les gestes barrières sont intégrés à l'ensemble des activités à outreach et que ces gestes barrières sont bien connus par les dispensateurs, sauf peut-être la notion d'aération des lieux clos. Les gestes barrières permettent aux dispensateurs de se sentir en sécurité et ils sont bien acceptés par les bénéficiaires. Cependant, ce que l'on peut mettre en avant, c'est que les bénéficiaires ont très rarement des masques à leur disposition et dans ce cas-là, c'est les dispensateurs ou pairs éducateurs qui vont leur donner leur propre masque sur leur dotation pour que les bénéficiaires aient des masques durant les activités. Une autre des inquiétudes des dispensateurs, c'est la disponibilité des masques d'ici la fin de l'année. Effectivement, actuellement, ils utilisent la dotation de la crise, mais qu'est-ce qui va se passer quand ce stock de masques sera terminé ? Donc nous avons pu observer de nombreuses bonnes pratiques qui ont été développées durant cette crise et donc il nous a semblé indispensable de les capitaliser et nous allons les capitaliser à travers différents outils, aussi bien des fiches pratiques que des stories vidéo d'ici la fin de l'année. Je vous remercie de votre attention et je reste disponible pour vos questions. Merci. Merci beaucoup Géraldine. Il est évident que dans ce genre de projet, l'arrivée de la pandémie de Covid a bouleversé beaucoup de choses et la souplesse et l'intelligence de nos équipes font qu'on a pu s'adapter sur certains points. On aura sûrement des questions là-dessus, on y reviendra comme je l'ai dit tout à l'heure. J'ai le plaisir maintenant d'accueillir Safiatou Thiam, secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre le sida du Sénégal, qui va nous faire le point de l'expérience du Sénégal. Merci beaucoup Safiatou, à vous, vidéo.
L'expérience des autotests de dépistage du VIH a commencé au Sénégal avec l'expérience pilote des partenaires Enda Santé, appuyés par Johns Hopkins University, qui ont su démontrer à travers leur projet pilote l'acceptabilité et aussi la faisabilité de l'autodépistage au Sénégal. C'est par la suite que la stratégie autotest a été introduite dans le plan stratégique de lutte contre le sida 2018-2022 et l'arrivée du projet Atlas a été vécue au Sénégal comme une opportunité de mettre en œuvre et de développer un programme d'accès aux autotests et nous permettre également, par la même occasion, d'élargir notre palette de dépistage. Vous le savez, l'épidémie du sida est concentrée au Sénégal, au sein de groupes qui sont appelés les populations clés. Et il y a également plusieurs types de vulnérabilité, aussi bien pour les femmes que pour les hommes au Sénégal. Et le contexte socio-culturel du Sénégal fait que la stratégie classique de dépistage ne suffit pas. Et donc, il fallait diversifier notre offre de dépistage et couvrir tous les besoins et bien entendu assurer le lien avec les soins et c'était devenu un impératif pour nous. Le but du projet Atlas visait l'amélioration à l'accès de l'autotest dépistage VIH et aussi assurer bien entendu le lien aux soins et aux traitements. La mise en œuvre de ce projet a été faite dans d'abord 3 régions, Dakar, Thiès et Ziguinchor, donc qui sont les régions qui concentrent le maximum de populations vivant avec le VIH. Les interventions consistaient à la dispensation d'autotests au niveau communautaire pour les HSH et leurs partenaires, pour les PS leurs partenaires, pour les consommateurs de drogue également et leurs partenaires. Il y avait un autre volet au niveau des centres de santé, donc au niveau de 20 districts de santé dans lesquels l'autotest était distribué aux patients IST et leurs partenaires, mais également aux partenaires négatifs des personnes vivant avec le VIH. Alors, d'autres actions ont été réalisées dans le cadre de ce projet Atlas, l'élaboration des modules de formation. Donc, ce projet, donc, je le disais au début, était pour nous une opportunité pour vraiment mettre en place un programme. Donc, avec le ministère de la Santé, les modules de formation ont été élaborés pour les prestataires de santé, mais aussi pour les pères éducateurs population clé. Nous avons pu former avec ce projet une vingtaine de formateurs nationaux sur l'autodépistage et aussi des supports de communication ont été élaborés. Je voudrais insister sur la communication parce que grâce à ce projet également, on a pu, avec la ligne verte du CTA, aussi former former des répondants pour assister les Sénégalais qui avaient accès à l'autotest de dépistage. Le projet Atlas nous a aussi accompagnés avec l'OMS pour élaborer une stratégie nationale parce que dès le début, on a pensé qu'il fallait élaborer une stratégie nationale pour pouvoir passer à l'échelle. Et justement, les perspectives du Sénégal, c'est le passage à l'échelle dans toutes les régions. Nous allons élaborer avec Atlas un plan de transition pour nous permettre de mobiliser des ressources. La mise en œuvre de ce plan a commencé avec les ressources du Fonds mondial, sur les fonds catalytiques d'abord, ensuite sur la somme au-delà. Aujourd'hui, le plaidoyer va continuer et les autotests sont aujourd'hui une partie intégrante de la demande de financement que nous allons soumettre au Fonds mondial pour le NFM3. Donc, en conclusion, dire que c'était une expérience concluante, l'accès des autotests au Sénégal, c'était une demande des populations et ce projet nous a permis de satisfaire cette demande aujourd'hui où nous nous orientons vers des stratégies différenciées de dépistage pour toucher des populations
difficiles à toucher. L'autre perspective pourrait être également d'amener ces autotests au niveau du secteur privé. Et ça va permettre à ces hommes que nous manquons, pour différentes raisons que nous connaissons, d'aller, s'ils le veulent également, dans le privé pour se procurer les autotests, et cela va nous permettre d'améliorer nos indicateurs des 90, 90, 90. Merci, docteur Thiam, pour le Sénégal. Très bon exemple de ce que l'on souhaite faire à Soltis, c'est-à-dire travailler en synergie, en collaboration étroite avec les programmes nationaux sur ce projet où nous avons le Mali, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. La voix du Sénégal nous semblait importante et je vous en remercie. Tout de suite, nous allons passer à la communication suivante. Le docteur Aminata Saran Sidibé Keïta, accompagné du docteur Odé Kankou Kabamba, qui vont avoir un dialogue sur Soltis, sur ce Atlas, pardon, au Mali. À vous, vidéo. Bonjour à toutes et à tous, je suis docteur Odé Kankou, chef de projet Atlas au Mali. Je ne suis pas seul, je suis avec docteur Aminata, contexte Covid oblige, elle est à 2 mètres de moi. Bonjour docteur Aminata. Bonjour docteur. Ok, en fait docteur Aminata, vous travaillez pour l'association Soutoura. Est-ce que en 2 ou 3 petits mots, vous pouvez nous dire ce que c'est Soutoura en lien avec le projet Atlas? Merci docteur Odé, bonsoir à tous. Soutoura, c'est une association malienne qui est communautaire à but non lucratif. Elle entame sa 20e année d'activité de prévention, de soutien et de traitement des IST, ainsi que le renforcement des liens entre tous les services de la cascade du VIH, spécifiquement chez les professionnels de sexe et leurs partenaires et les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes. Partenaire du projet Atlas, Soutoura intervient dans les régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou et le district de Bamako. Les populations ciblées par le projet sont à savoir les populations clés, difficiles à atteindre, et leurs partenaires, les patients présentant des infections sexuellement transmissibles et leurs partenaires, les partenaires des personnes vivant avec le VIH. Dans le cadre de la continuité de ces activités dites de prévention, Soutoura dispose de 11 cliniques communautaires dédiées aux populations clés. Également, pour ceux ou celles ne voulant pas ou ne pouvant pas accéder à ces cliniques, nous déployons des équipes mobiles pour le diagnostic et le traitement des IST, ainsi que la promotion de la connaissance du statut sérologique par l'autodépistage. Voilà en quelques points ce que nous pouvons retenir de l'association Soutoura. Ah oui, justement, docteur Aminata, vous avez parlé du travail que vous menez ensemble en partenariat avec le projet Atlas. Est-ce que depuis l'introduction de l'autodépistage dans vos activités, est-ce que vous pouvez nous parler des avantages et des bénéfices que vous avez pu constater en faveur de vos cibles et en quoi cela a apporté un changement dans vos activités? Depuis l'introduction de l'autodépistage du VIH, même si nos cibles se testent régulièrement à la clinique Soutoura, nous avons constaté que cette stratégie complémentaire de dépistage qu'est l'ADVIH a permis d'atteindre des personnes qui jusque-là n'avaient pas accès aux services de dépistage grâce à la dispensation secondaire. Soutoura a également remarqué une augmentation du recours de dépistage chez les partenaires sexuels de nos professionnels de sexe. Je parle bien ici, comme elle aime bien le dire, leur boyfriend. Les autotests sont plutôt bien acceptés par nos hommes. Ils peuvent réaliser en toute discrétion à la maison les statuts sérologiques quand ou ils veulent, sans pour autant avouer qu'ils fréquentent une professionnelle de sexe. Également, du fait de cette réalisation orale, qui est vraiment facile, nous voyons une forte acceptabilité de l'autotest. Voilà ce que nous avons pu observer depuis l'introduction des ADVIH dans nos activités de tous les jours.
En fait, vous venez de parler de beaucoup d'activités que vous mettez en œuvre en fixe comme en avancé. Mais en fait, contexte Covid l'oblige, la crise n'a rien laissé au passage. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi est-ce que la Covid-19 a impacté vos activités et ce que vous avez pu faire pour y faire face? En effet, vous savez, depuis l'annonce de l'apparition de la maladie à coronavirus, le gouvernement malien a pris des mesures, notamment la suspension de tout regroupement public, les mesures de restriction dans les maquis, les bars et restaurants, les mesures de distanciation sociale, le couvre-feu qui était instauré de 21h à 5h du matin. Nos équipes se sont vraiment adaptées. Nous avons pu y intensifier pendant la journée nos activités en avancée, surtout les visites à domicile. Et pour vraiment protéger nos cibles, le personnel, nous avons mis les autotests en premier choix. Chose qui nous a vraiment permis de dépister plus de cibles et du coup une meilleure connaissance de nos ADVIH. Par ailleurs, je profite pour vraiment remercier nos partenaires, à savoir Soltis, le Fonds mondial, l'USAID, qui se sont engagés à nous accompagner en apportant des appuis matériels de protection pour les équipes terrain et les cibles. C'est dans ce strict respect de ces mesures, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas enregistré aucun cas de corona dans nos rangs. Ah oui, donc cette dotation en matériel vous a permis de ne pas interrompre vos activités sur terrain et de continuer. Vous nous avez parlé des avantages que vous avez remarqués avec l'introduction de l'autodépistage dans vos activités. Vous nous avez parlé de votre adaptation face à la crise Covid et tout ce que vous avez eu comme résultat. Est-ce que vous auriez un message à faire passer par rapport à l'autodépistage? Je veux vous dire une chose qui est vraiment certaine. Il serait impossible de mettre fin à l'épidémie du VIH sans mettre toutes les personnes qui en ont besoin sur le traitement VIH. Je parle ici des 3x90. Et pour atteindre cet objectif, il faut vraiment lever le frein au dépistage et renforcer son accès pour tous. De ce point, il faudra un déploiement à grande échelle sur tout le territoire malien. Le Mali n'est pas seulement 5 régions. Et sachez que les populations clés, ils circulent à tout moment, sur tout le territoire. Pour vraiment combler ce gap que le Mali constate au premier 90. Vraiment, moi, Aminata, je suis favorable à cette création des conditions pour le passage à échelle des ADVIH sur le territoire malien. Merci beaucoup, Dr Aminata, pour ce partage d'expérience par rapport à l'autodépistage. Merci, Dr Aminata. Merci, Dr Odekankou Kabemba. Dialogue très intéressant car très proche du terrain. C'est ce qu'on souhaite vraiment faire avec ce projet, c'est-à-dire toucher les gens de terrain avec des partenariats associatifs forts, de gens qui savent de quoi ils parlent et qui côtoient les gens que l'on souhaite atteindre. Donc, merci beaucoup. C'est également très riche et passionnant. On va passer maintenant à une capsule vidéo de témoignages de pères éducateurs et éducatrices et nous recueillons toujours vos questions vidéo. Sur la base de notre histoire d'usage et sur la base également de notre connaissance des scènes de drogue et des pratiques ici même, on a été recrutés et capacités pour faire justement ce travail de réduction des risques qui consiste entre autres à créer un lien avec nos pairs pour justement les aider à réduire les risques liés à leur consommation. Les risques notamment comme le VIH ou les hépatites virales. C'est une activité de sensibilisation qui a été couplée à une démonstration, sinon dispensation
de l'outil autotest, voilà, par un superviseur et les bénéficiaires HSH. On a montré l'intérêt qu'il y a à pratiquer le test de dépistage. Des fois, quand on a des causeries, c'est là-bas qu'on s'en profite pour donner en même temps les autotests. C'est plus facile au niveau des causeries, quoi. Des fois, ça nous arrive quand quelqu'un nous dit « Ah, moi j'ai un copain ». Alors vraiment, comme je voulais aussi lui donner ça. Mais avant de donner, on va lui expliquer toutes les modalités, comment il va l'utiliser, la manière de le faire et tout. Des fois, ça arrive que ça soit positif et puis on l'oriente, quoi. Au regard en tout cas de l'approche que nous avons par rapport à tout ce qui se fait dans l'Autriche, nous avons pu justement convaincre ces personnes à l'accepter. En leur disant effectivement que ça ne leur prend que 25 minutes tout au plus pour connaître justement leur statut. Je te remets ton kit, je t'explique comment utiliser et tout. Et puis tu fais ça, et puis tu fais ça tout seul. Tu peux venir me faire un retour comme tu vas me faire un retour, mais toujours est-il qu'il faut que tu connaisses ton statut. Ça, c'est la première des choses. Quand ils demandent à être référés, à être accompagnés, on fait notre mieux pour les amener dans les structures de santé. Avec une sensibilisation sur le bien fondé même du dépistage, sur le bien fondé même du respect, de l'observance au traitement ARV, je crois qu'il ira dans un centre de santé. Le côté altruiste, parce que donner de l'amour, donner de l'aide aux gens, c'est quelque chose que j'aime bien. Non. Merci beaucoup pour cette transition. Ces images ont été tournées avant la Covid, hein, c'est pour ça que les gens ne sont pas masqués. C'était un petit rappel. Bien sûr, on a l'action de terrain qui est très forte, on a la mobilisation de toutes les équipes, mais en même temps que l'on travaille, on évalue. Et j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Odette Kizerbo, responsable des enquêtes qualitatives auprès des populations et des pairs éducateurs. Docteur Kizerbo, à vous la parole. Bonjour mesdames, messieurs. La communication que j'ai l'honneur de vous présenter s'intitule « Dispensation primaire et secondaire de l'autodépistage parmi les populations clés. Perception, attitude et vécu des pairs éducateurs, éducatrices et des utilisateurs, utilisatrices ». Elle se justifie par le fait que de plus en plus, des stratégies innovantes sont développées pour toucher les populations les plus affectées par le VIH, et l'ADVIH en est une. Mais en Afrique de l'Ouest, quelles sont les perceptions, les attitudes et l'expérience des populations clés sur l'ADVIH? Notre objectif est de discuter des résultats préliminaires sur les perceptions, attitudes et vécus des pairs éducateurs, éducatrices et des utilisateurs, utilisatrices sur la dispensation primaire et secondaire de l'ADVIH en Côte d'Ivoire, au Mali et au Sénégal. Nos données ont été collectées à travers WeFocus Group. WeFocus Group avec 79 pairs éducateurs, éducatrices, hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, travailleuses du sexe et usagers de drogue en Côte d'Ivoire, au Mali et au Sénégal. Également WeFocus Group avec 77 utilisateurs HSH, TS et UD en Côte d'Ivoire. Les données du Mali et du Sénégal étant en cours de traitement. En termes de résultats, nous notons des opinions favorables aussi bien de la part des PE que des utilisateurs, utilisatrices. Ces opinions se rapportent à la réduction de la stigmatisation des PVVIH et des utilisateurs, utilisatrices, population clé, aux aspects opérationnels de l'ADVIH, mais surtout à la dispensation secondaire qui permet, à travers les contacts primaires, de toucher les populations que les stratégies habituelles ont du mal à offrir les services de dépistage. Les pairs éducateurs, éducatrices ont des attitudes favorables à l'utilisation de l'ADVIH qui va permettre, de leur point de vue, d'atteindre les populations non desservies par les stratégies habituelles et ainsi booster les 3,90. Nous notons quelques scepticismes à leur niveau, des doutes
liées à une utilisation et ou une dispensation secondaire correcte de l'ADVIH, des doutes sur une dispensation secondaire de l'ADVIH aux partenaires, mais surtout des doutes par rapport à la sollicitation systématique et exhaustive des services de confirmation et de prise en charge en cas de test réactif. Certains PE ont manifesté un souhait d'assurer un suivi actif après la dispensation de l'ADVIH. Au niveau des utilisateurs, utilisatrices, les attitudes sont également favorables vu les avantages déjà cités. Cependant, quelques-uns trouvent qu'il y a trop d'étapes méticuleuses à respecter pour réaliser l'ADVIH. Il y a également quelques craintes de mauvaises réactions à la découverte d'un résultat réactif si l'utilisateur ou l'utilisatrice est seul et n'est pas assisté. La majorité est plus favorable à assurer le processus de bout en bout sans l'intervention ou l'accompagnement des PE. Et il y a quelques interrogations et réticences sur la fiabilité du test en rapport avec son caractère oral. En termes de vécu de l'ADVIH, les pères éducateurs, éducatrices ont noté une bonne adhésion à l'ADVIH, que ce soit en dispensation primaire ou en dispensation secondaire. Il y a une rétro-information sur l'utilisation effective du test et même les résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs à leur niveau. Il y a un maintien de contact entre les PE et les utilisateurs, utilisatrices, pour apporter un appui aux pairs, mais également pouvoir évaluer les performances de réalisation de tests en termes de détection de positifs. Une quasi-inexistence de conséquences sociales néfastes. Enfin, des expériences de dépistage effectif de personnes réticentes éloignées des services ont été rapportées. Le vécu des utilisateurs et des utilisatrices. Plus de 2/3 des participants au Focus Group ont déjà reçu au moins une fois un kit d'ADVIH et la plupart du temps en tant que contact primaire. Ils l'ont réalisé de manière générale dans de brefs délais, parfois le jour même de la réception du kit, en utilisant la notice. À leur niveau, on note une tendance au maintien du lien avec le dispensateur ou la dispensatrice ou l'utilisateur final ou l'utilisatrice finale de l'ADVIH. Des expériences de dispensation secondaire à des cibles périphériques ont été rapportées. À leur niveau, ils n'ont mentionné aucune conséquence néfaste après la dispensation de l'ADVIH. Mais nous notons des insuffisances dans la communication entre les contacts primaires et les utilisateurs finaux de l'ADVIH. Également, nous avons des interrogations par rapport à la complexité de la dispensation secondaire aux partenaires. En effet, la dispensation secondaire se fait le plus souvent à l'endroit d'autres personnes qu'aux partenaires. Et quand il s'agit du partenaire, des astuces sont trouvées pour pouvoir proposer le test à celui-ci. Des cas de réalisation du test par les contacts primaires eux-mêmes ont été notés. En conclusion, ces données ont été collectées auprès des PE en début de mise en œuvre. Aussi, les attitudes et le vécu ne concernent que les utilisateurs-utilisatrices de la Côte d'Ivoire. Néanmoins, comme décrit dans d'autres contextes, c'est une stratégie innovante qui suscite de l'enthousiasme dans ces pays. Des expériences concluantes de dispensation primaire et secondaire sont notées, mais des attitudes quelque peu contradictoires également existent par rapport à la confidentialité, car si l'intérêt majeur perçu par les PE et les utilisateurs, utilisatrices de l'ADVIH est son caractère confidentiel,
Ceux-ci continuent de cultiver les liens habituels entre pères, éducateurs, éducatrices et les utilisateurs, utilisatrices. Nous vous remercions pour votre attention. Je connais mon statut, je me teste chaque 3 mois. Il m'arrive parfois d'avoir des comportements à risque. Mon partenaire, il y a un souci parce que mon partenaire refuse de se faire dépister. Donc, il ne veut pas venir au centre. À chaque fois qu'elle dit ça à son mari, le mari ne vient pas. Ou bien il vient faire un demi-tour au niveau du centre de santé pour retourner, soit disant que je n'ai rien vu, je n'ai trouvé personne. Il y a beaucoup de morts qui n'aiment pas aller à l'hôpital. Pourquoi? Il y a les gens, il y a sida, il y a les dents, il y a infection, il y a les gens, il y a beaucoup de maladies. Ils n'aiment pas aller, ils vont aller voir. Comme elle là, il est en train de honte. Si les gens, ils les attendent, le docteur, il les attendait, dans leur tête, il pourra que si le docteur, il les voit ça, il va monter ça pour tout le monde. Il ne connaît pas que ce n'est pas ça. Ça là, c'est bon pour le monsieur qui la fréquente a avancé le coup là. Donc, en un mot, elle est fiancée. Elle ne connaît pas le statut de son fiancé, qui est marié, qui a une femme à la maison. Donc, elle a décidé de prendre l'autotest pour aller dépister avec l'autotest son fiancé. Elle en a expliqué au fiancé. Le fiancé, il a accepté de le faire. Je vais l'utiliser et partager autour de moi à des pères et à mes partenaires aussi, pour qu'ils l'utilisent. Comme ça sera à la maison, je me dis, bon, il n'y a pas d'autres yeux. Donc, bon, je me dis qu'il va accepter. Any new love is interesting to give auto test for your new love. Yes, if I give a customer auto test, I will not just give it like that. Okay. I will just explain. But you are relaxed to know to give them. Yes. No problem to give them for your customer. Lorsqu'elle a mené le test à la maison, elle a expliqué à son conjoint. Le conjoint, il n'a pas posé de problème, il a accepté. Elle lance un appel à toutes les personnes infectées par le VIH dont leurs conjoints n'ont pas d'idée sur leur statut d'adhérer à l'utilisation de l'autotest. Je pense qu'ils doutent de la confidentialité des tests classiques. Alors qu'avec ce test, c'est confidentiel, tu le fais en chambre seul. Je pense que celui-là, il est encore mieux pour ces gens de personnes qui sont réticentes d'aller dans les centres de santé. I will just explain. Okay. Please don't be offended. Please. Yeah. This is a test. Yeah. This is part of your life issue. Merci, très beau témoignage. Nous avons maintenant la dernière communication organisée avant les questions. Le docteur Marc Delbé qui va nous parler des coûts. Il faut bien parler des choses importantes. On a vu le terrain, on a vu la préparation. Maintenant, on va parler des coûts. Vidéo, Marc Delbé. Bonjour à tous et bienvenue au symposium Soltis du projet Atlas. Je suis Marc Delbé, chercheur en économie de la santé à la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Je suis coordinateur sur l'enquête des coûts du projet Atlas. Aujourd'hui, la présentation concerne la préparation pour une mise à échelle pérenne de l'ADVIH avec l'analyse préliminaire des coûts de la dispensation des kits d'ADVIH par les organisations de la société civile en Côte d'Ivoire. Alors, il y a deux objectifs principaux à cette étude. Le premier étant d'estimer les coûts de mise en œuvre de l'ADVIH à travers des modèles dirigés par les organisations de la société civile, et en particulier dans cette présentation aujourd'hui pour les travailleuses du sexe sur le canal communautaire en Côte d'Ivoire. Il s'agit aussi d'évaluer comment ces coûts varient à échelle pour guider la mise à échelle nationale du programme et informer sur la pérennité de ces modèles de dispensation basés sur les plans stratégiques nationaux de lutte contre le VIH-Sida. Alors, concernant la méthode sur l'étude des coûts, il y a deux approches principales. La première étant une approche descendante qui consiste en l'analyse de rapports financiers, les rapports financiers de Soltis au niveau de la coordination, Soltis Côte d'Ivoire, ainsi que les rapports financiers des partenaires et sous-partenaires de mise en œuvre. Cette approche descendante est complétée par une approche ascendante qui consiste en la collecte de données sur les sites de dispensation et les sièges des partenaires pour la collecte de coûts économiques non capturés dans les rapports financiers, la collecte de facteurs d'allocation des coûts,
ainsi que le fait de conduire une étude observationnelle, ce que l'on appelle une étude de temps et mouvement, qui consiste à observer les agents dispensateurs pour comprendre quel pourcentage de leur temps est alloué aux activités de l'ADVIH pour pouvoir y allouer certains coûts de personnel. Cette approche ascendante est conduite sur un échantillon de l'étude. En ce qui concerne la modélisation à échelle, le modèle que nous avons utilisé cherche pour objectif de refléter la logique du programme Atlas intégré dans les services existants de l'offre de soins, ce qui nécessite l'identification de différentes phases de l'intervention, une phase de développement, une phase de démarrage et une phase de mise en œuvre que je vous présenterai. Ce modèle de mise à échelle identifie les coûts donc à différents niveaux de l'intervention, différencie des coûts fixes, semi-variables, variables. Il définit aussi des variables d'échelle et des seuils de saturation en termes de ressources. Ce modèle de mise à échelle va aussi chercher à s'ajuster aux stratégies de transition qui sont spécifiques par pays. Alors cette diapositive vous présente les différentes phases de mise en œuvre de la dispensation ADVIH par pays. Comme vous pouvez le voir pour la Côte d'Ivoire, on observe une première phase de développement qui commence en juin 2018 jusqu'en avril 2019 et qui consiste donc en ces travaux de sensibilisation, la création de ces partenariats avec les partenaires et sous-partenaires de mise en œuvre, une phase de développement qui dure 11 mois et qui se termine en avril 2019, où on entre dans la phase de démarrage qui se caractérise par les débuts de formation des agents dispensateurs, formation à la dispensation, une phase de start-up, de démarrage de 6 mois, qui s'enchaîne sur une phase de mise en œuvre en octobre 2019, et cette phase de mise en œuvre qui se définit par le début des activités de dispensation des kits ADVIH. Je vous laisse aussi noter que donc, pendant cette phase de mise en œuvre, il y aurait aussi, lié à la réponse au Covid, une réduction des activités de dispensation des kits sur la période avril-mai 2020. Ainsi, comme le présente ce graphique sur l'évolution mensuelle du nombre total de kits d'ADVIH distribués pour la Côte d'Ivoire, ce que l'on s'aperçoit, c'est que le nombre de kits ADVIH dispensés, la ligne verte, reste en dessous du nombre d'ADVIH dispensés cible au niveau des objectifs. D'accord ? Et cela s'explique aussi par une mise en œuvre progressive et intégrée avec les services de soins existants et avec ses partenaires, ainsi que dans un contexte de Covid qui limite aussi certaines activités de dispensation. Alors ce tableau vous présente quelques résultats préliminaires sur l'analyse des coûts sur ce canal spécifique. Comme vous pouvez le voir, donc les sources principales de coûts se situent au niveau des coûts de personnel à différents niveaux de l'intervention, au niveau de Soltis Coordination Paris, au niveau de Soltis Côte d'Ivoire, au niveau des sièges des partenaires de mise en œuvre et de sous-partenaires, ainsi que les coûts liés au kit ADVIH. Donc il est important de noter que ces coûts unitaires sont assez élevés, autour de $19, mais qui sont à considérer avec précaution aussi au regard du contexte de mise en œuvre de l'intervention dans cette approche intégrée et dans un contexte de Covid. Alors ce tableau vous présente certains résultats préliminaires sur l'analyse des coûts à échelle. Cette analyse des coûts à échelle donc, nécessite l'identification de différents niveaux d'intervention. La première colonne sur ce tableau, niveau international, national, sous-national avec les partenaires de mise en œuvre, et puis au niveau local, au niveau des zones de dispensation ADVIH. À chaque niveau d'intervention, on identifie différents types de coûts, coûts fixes et coûts variables, dans lesquels les catégories de coûts sont classifiées. Et chacune de ces catégories en fait, va informer des projections de ces coûts à échelle sur les années 2021, 2022, 2023, en fonction des volumes cibles de kits ADVIH dispensés selon les plans stratégiques nationaux. Alors en termes de composition de ces coûts, ce que l'on s'aperçoit, c'est que au niveau international et au niveau national, les principales sources de coûts sont des coûts, ce que l'on appelle fixes, principalement liés à la coordination de Soltis et au support de Soltis dans la mise en œuvre du projet.
Donc on sait que ces coûts sont fixes et vont être amenés à diminuer dans le temps, en proportion au moins, car on est dans une logique de retrait progressif de Soltis dans le temps. Au niveau sous-national et local, les principales sources de coûts seront plus au niveau des sièges, des partenaires de mise en œuvre, ainsi qu'au niveau des coûts des kits d'ADVIH. En effet, vu que les volumes cibles avec les plans stratégiques nationaux sont plus importants, les coûts de kits seront aussi plus importants en proportion. Donc ce que l'on s'aperçoit, c'est que la considération de ces coûts fixes et de ces coûts variables font qu'on observe en fait des coûts moyens par kit dispensé qui sont moins élevés que dans le cadre de l'étude observationnelle, ce qui suggère des économies d'échelle, car effectivement on fonctionne avec des volumes cibles beaucoup plus importants et dans le cadre d'une intervention qui est maintenant intégrée dans le service de soins. Alors en conclusion, ce que l'on s'aperçoit, c'est que cette mise en œuvre intégrée selon la logique Atlas et dans un contexte de Covid-19 entraîne des coûts relativement élevés par kit ADVIH dispensé dans le cadre de l'étude observationnelle. D'accord, cette étude et l'analyse des coûts que je vous ai présentés aujourd'hui s'étend jusqu'en juin 2020, mais il est prévu de continuer l'analyse au moins jusqu'en septembre 2020. Un autre point important lié à la modélisation à échelle montre que ces résultats préliminaires suggèrent qu'une approche intégrée est potentiellement pérenne aussi pendant ces phases de transition et de mise à échelle complète du dispositif Atlas. Avant de terminer cette présentation, je voudrais attirer votre attention sur un poster que nous présentons à la conférence Afravi, qui est une étude de cas au Mali et qui s'intéresse à l'impact économique de différents modes de dispensation des kits d'ADVIH pour le dépistage des cas index, en étudiant notamment les possibilités de délégation des tâches sur les activités de sensibilisation et de dispensation entre le personnel médical et le personnel non médical. Ce poster vous est présenté par Keba Badian, assistant de recherche en économie de la santé basé au Sénégal. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à poser vos questions pendant ce symposium ou plus tard à l'adresse email ci-dessous. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci à l'ensemble d'ailleurs des présentateurs de ce symposium. La qualité de vos interventions était remarquable et remarquée. On a énormément de questions sur le chat. Je ne vais pas pouvoir toutes vous les poser. On avait prévu une petite synthèse et une petite commentaire perspective. Je vais le faire très vite parce qu'on a envie d'entendre les intervenants répondre aux questions. La synthèse, pour aller vite, parce que c'était vraiment multidisciplinaire et très complet, c'est qu'on ne remet absolument pas en cause le rationnel de l'utilisation d'autotests. Atlas a montré pour l'instant une faisabilité importante, à condition de mobiliser de très nombreuses qualités, c'est-à-dire associatives, médicales, paramédicales, laboratoires, socio-économiques et même politiques. Et que donc, il faut continuer sur ce genre de projet pour avancer et faire en sorte qu'on puisse toucher ces fameuses populations clés dont vous avez parlé, celles qui ne vont pas aller chercher un test dans les structures actuelles. Et je suis sûr que dans notre prochaine évaluation, on aura confirmation que 140 sites, 120 000 tests en septembre, on va encore progresser et on va encore aller vers un meilleur contrôle de l'infection VIH au niveau individuel et collectif. Hein. Ces gens que nous avons dépistés, à condition que l'aval soit assuré, et ça aussi c'est prévu dans le projet, la formation, les circuits et que nous avons mis en place, que vous avez mis en place pour que l'aval du test soit bien pris en compte, parce que c'est là qu'on nous attend, et que ces gens puissent avoir accès à une prise en charge, un traitement, et à réduire la charge virale, ce qui fait qu'on va baisser le taux de transmission et augmenter la qualité sanitaire de tout le monde. Donc, je sais que tout ça est évident, mais c'est bien, tous vos topos, finalement, avec ce point commun, qui soient des topos d'organisation, de terrain, de témoignages, d'analyse, questionnaire des personnes participantes ou analyse économique, tout ça va dans le même sens. Il faut travailler nombreux, beaucoup d'humains, avec un objectif et une mobilisation exceptionnelle. Bien entendu, je n'oublie pas
les perturbations liées à la Covid. Et le projet a montré là une souplesse, une adaptation et une façon de contourner un obstacle majeur pour arriver à nos fins. Et ça, je trouve que ça sort très bien dans le topo qui a parlé de ça. Mes commentaires, ça va être merci, 9 fois, et merci à tous les partenaires. Il y en a tellement que nos objectifs restent les mêmes. Il y a un petit commentaire que j'avais fait, c'est qu'on parle toujours des tests positifs, on ne parle pas des tests négatifs. Et je pense qu'il faudrait travailler sur quid de l'autotest négatif, c'est-à-dire est-ce que ça ne permet pas un apaisement de la situation pour que la personne aille finalement dans un circuit de dépistage, ce genre d'effet collatéral intéressant. Un test, c'est positif parfois, mais négatif aussi. Il faudrait analyser ce qu'on fait avec les tests négatifs et comment les gens sont impactés. Et j'accélère sur les perspectives. Il est évident que comme tous nos projets, dans tous les projets où Soltis participe, on met un point d'honneur à ce que ce projet puisse être approprié dans les pays et les programmes nationaux, qu'il puisse profiter à plus de populations quand nous aurons terminé que à celle qui est entrée dans notre circuit, si j'ose dire, que l'enjeu sanitaire global, il est tout à fait là, comme je l'ai dit au début, qu'on peut prévoir, et il faudra travailler pour que nos partenaires politiques et nos bailleurs permettent de développer ces tests. Donc, on continue à travailler tous ensemble, on continue à travailler avec une motivation extrême et on continue à travailler dans l'adversité, la difficulté. On n'oublie pas ça. Et franchement, je l'avais dit, la perspective, c'est d'ouvrir cette possibilité à des gens qui ne seraient jamais allés se faire dépister et qui impactent la santé générale via le contrôle du virus et l'accès à un système de santé qui va pouvoir accueillir des gens qui n'y seraient jamais allés. Je m'arrête là parce que j'en ai trop à dire. Et merci. N'oubliez pas ça. Alors, première question. Pour le Sénégal, Dr Thiam, malheureusement, elle est anonyme, je l'ai prise quand même. Le développement d'une stratégie et d'un guide national spécifique à l'autotest a-t-il contribué à faciliter le processus de requête au Fonds mondial pour la mise à l'échelle et la coordination des acteurs au niveau national? Merci, mais c'est facile de répondre à cette question. Je pense que la réponse... Allô? Oui, allez. Vous m'entendez? Oui. Oui, donc je disais que c'est une question facile parce que la réponse, bien entendu, est oui. Quand on développait la demande de financement au Fonds mondial, nous avions déjà une stratégie pour les autotests que nous avons soumis avec notre demande avec une stratégie, mais aussi un guide autotest qui a vraiment guidé l'élaboration de cette stratégie. Je voudrais aussi très rapidement en profiter pour répondre à une autre question qui est posée à tous les présentateurs. C'est les clés de succès pour l'intégration dans le système de santé. Parce que c'est vrai qu'au début, c'est pas facile. Hein? C'est une innovation qu'on amène et il y a toujours les résistances vis-à-vis des innovations. Ce qui peut changer la donne, c'est le plaidoyer qu'il faut faire au début, mais aussi c'est le leadership. Je pense qu'il faut toujours passer par les autorités au plus haut niveau, les décideurs du système de santé, pour d'abord leur faire accepter l'autotest. Maintenant, les autres clés de succès, c'est la standardisation. Tout de suite, nous avons dit, on l'a adopté dans notre stratégie. Il faut que ce projet appuie le pays à l'intégrer dans un programme avec standardisation, élaboration de guides, élaboration de documents de politique, etc. Et heureusement que Atlas a été très ouvert pour cela et il y a eu également l'appui de l'OMS. Et puis enfin, l'information, la communication, la formation des acteurs, le renforcement de capacités. Et nous avions pu profiter des journées scientifiques SIDA du Sénégal pour organiser un symposium Atlas. Et le thème de ces journées, c'était sur l'innovation. Et donc, les journalistes, la presse, mais toute notre stratégie de communication autour de l'innovation a mis en avant les autotests. Et donc, je pense que la communication a joué un grand rôle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Question à Vincent Bretin qui nous a rejoint pour United.
Voilà. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Vincent Bretin, bonjour. Prévoyez-vous d'autres investissements pour la promotion de l'autodépistage dans l'avenir en Afrique de l'Ouest et ou dans d'autres continents? Merci, Dr Tubiana. Et je voudrais commencer par vous remercier et faire écho à la présentation de notre directeur exécutif qui n'a pas pu rester pour l'intégralité de la session, mais le travail est très riche et je crois qu'aujourd'hui, on a pu le voir à travers toutes les sessions. Sur la question des investissements, le rôle d'Unitel est d'être catalytique. Donc nous, on est là pour créer les conditions d'une mise à l'échelle pérenne et à grande échelle, et ensuite passer le relais aux pays, aux bailleurs du Fonds mondial Tetra pour la mise à l'échelle. On a investi 100 millions de dollars depuis 2005 dans les autotests, et incluant évidemment le projet dont on a parlé aujourd'hui. Et aujourd'hui, on regarde alors notamment des interventions de marché sur les tests sanguins, parce qu'on se rend compte que s'appuyer essentiellement sur un test qui est le test oral OraQuick est insuffisant, à la fois en termes de base de fournisseurs et en termes de diversité de l'offre. Ça a été évoqué aujourd'hui, il y a certaines préférences d'utilisateurs, notamment pour des tests sanguins, qui nous semblent importants de pouvoir répondre. Donc on regarde ces interventions-là et on espère pouvoir concrétiser ça très bientôt pour ramener les tests sanguins à parité de prix avec les tests oraux. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que je voudrais évoquer, c'est le fait que dans le contexte du Covid, évidemment, et de la suite post-Covid, on se pose la question stratégiquement de la valeur de ce genre d'intervention. On le sent et on le voit, ce genre d'autodépistage va être encore plus pertinent que ça ne l'était avant, parce que ça permet de réduire la pression sur les systèmes de santé. Et donc, on va regarder sur l'ensemble de nos interventions, y compris celle-ci, s'il y a d'autres investissements qu'on peut faire pour aider à cette mise à l'échelle. Merci beaucoup. Question pour le Mali, pour le docteur Saran ou pour le docteur Kanku Kabamba. La question est un peu crue. La distribution et l'utilisation d'autotests est timide au Mali, ainsi que la recherche des partenaires de cas index. Alors, quelle stratégie Soltis envisage pour rapidement passer à l'échelle? Donc, passage à l'échelle, quel est le nombre d'autotests distribués sur le territoire malien? Et avez-vous une idée du nombre de cas positifs par autotest? Confirmez, bien sûr. Merci pour cette question. Merci, Dr Traoré, Gabriel Touré. En ce qui concerne le passage à échelle, le gouvernement malien ne serait pas en dehors de cette stratégie. Il faut que l'État malien appuie vraiment Soltis dans le cadre de l'intégration de l'ADVIH dans les documents nationaux. Et sachez dorénavant que notre protocole et normes de prise en charge du VIH, l'ADVIH y figure. Également, le plan stratégique national intégré 2021-2025, nous avons proposé l'ADVIH. Pour le passage à échelle également, la subvention Fonds mondial de 2021-2023, avec l'extension sur tout le territoire malien, permettra vraiment d'avoir accès à l'ADVIH par tous nos cibles. Donc, vous disiez que les cas de retour, sachez d'abord que l'enjeu des autodépistages, c'est de pouvoir promouvoir l'accès au dépistage pour tout le monde. Donc, nous ne faisons pas des tracking. Le but n'est pas vraiment d'aller rechercher coûte que coûte les positifs. Cependant, il y a des cas de retour dans les centres de confirmation et ces personnes sont directement liées dans le système de soins ARV. Donc, au jour d'aujourd'hui, de juillet 2019 à septembre 2020, nous avons distribué à peu près 40 000 ADVIH. Sachez que ces ADVIH sont répartis dans les 5 régions du Mali, Bamako, Kaïkoulibo, Sikasso, Ségou, le district de Bamako. Et ça, c'est dans quelques structures de référence, des structures de santé de référence, et dans quelques hôpitaux et les systèmes, les associations communautaires que le projet évolue. Donc, on n'évolue pas sur tout le territoire malien. Donc, il faut que cela soit vraiment compris. Et pour sa dernière question, celle qui est... Je pense que c'est...
vous avez bien répondu. On va passer, il nous reste très peu de temps, donc on va prendre 2 questions. Je m'excuse pour ceux qui n'auront pas répondu, mais les questions seront possiblement posées sur Internet et nous répondrons via les intervenants. Pour le docteur Kizerbo, de la part d'Albert Gauthier-Bion de FAN, y a-t-il une utilisation des ADVIH chez les populations clés séropositives? Ça, je pense qu'on a répondu. Comment les populations clés apprécient-elles l'ADVIH par rapport aux autres outils de réduction des risques que l'on connaît? Donc, est-ce qu'il y a une évaluation de terrain sur l'adhésion à ce type de test par rapport aux autres? Merci bien. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que les populations clés ont une attitude favorable à la dispensation de l'ADVIH en dispensation primaire et secondaire, mais en termes de comparaison entre l'ADVIH et les autres outils de prévention, dans le cadre de notre étude, jusque-là, nous n'avons pas pris en compte cet aspect. Peut-être que pour les investigations futures, nous pouvons essayer de répondre à la préoccupation de Dr Albert. Merci. Beaucoup. Alors, on nous presse sur le temps. Donc, je vais vous rappeler que vous pouvez poser vos questions sur le site d'Atlas, que nous ferons suivre les questions et que nous répondrons le plus précisément possible. Nous allons conclure faute de temps. Je remercie l'ensemble des intervenants. Je remercie les personnes qui ont composé le programme, car c'était très divers, très varié, très intéressant à différents points. Clémence, Juliette en particulier, merci beaucoup. Merci à tous les partenaires. Et on est tellement désolé de ne pas être à Dakar avec vous, partager autour d'un verre les questions multiples et variées que pose le programme. Mais nous nous reverrons très bientôt de vive voix et en présentiel, bien entendu, j'espère. Merci à tout le monde et bravo à toutes les équipes. N'oubliez pas de transmettre. Au revoir. Au revoir. During the show.